Ça marche très bien vu que là on est toujours 2 encore. Là ce mois-ci on va faire un peu plus de 80 000 euros de MRR. Et pareil, ça permet de récupérer du coup énormément de feedback en autopilote. Et tous les jours, moi j'ai genre entre 20 et 30 réponses qui tombent dans mes inbox en me disant ah oui c'était bien parce que, c'était mal parce que. La personne elle a un endroit de ton funnel comme ça, ici t'as l'achat, ici t'as le sign up. Et toi le message en fait ça va être une petite poussette comme ça en disant hop, tu le fais passer comme ça à l'étape d'après. Des trucs simples dans le bon timing, c'est ce qui marche. Ton ciblage détermine ton accroche. Ouais. C'est pourquoi tu me contactes. Tu vois. Donc avant d'aller dans un call, il faut que tu t'assures que la personne est vraiment un client potentiel. Sinon, tu jettes ton temps à la poubelle. Tu vois. En fait, il y a un truc un peu vicieux à leverage. C'est que tu fais en sorte que si la personne répond pas, c'est pas gentil. Salut à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, c'est Clément SSB et aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste Jézéquel, littéralement le roi des Bretons. Exactement, c'est ça. En français dans les termes. Sur Wikipédia, c'est ce que ça veut dire. Tu es cofondateur de EvaBoot. Yes. Et aujourd'hui tu vas nous parler d'intent-based marketing. Donc comment taper tes prospects, les gens que tu as acquis mais que tu n'as pas encore activés au bon moment et que ça ait le maximum d'impact. Donc pour augmenter son activation et aussi son acquisition. Le tout avec des signaux produits et aussi Sales Navigator. Très bien résumé. Voilà. On peut arrêter là, mec. C'est bon. Merci d'avoir écouté. C'est tout pour cet épisode. Merci à Factory 5.42 d'avoir. Ouais, c'est plié. Voilà. Non, deux choses avant de commencer. Ça va être super intéressant comme d'habitude. Mais dans le premier lien dans la description, vous avez toutes les ressources et liens, tout simplement, qu'on va donner. Et aussi un grand merci à Factory 5.42. Notre partenaire, c'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse, et c'est grâce à eux que ce podcast est possible. Voilà, donc merci à eux. Et maintenant, Jean-Baptiste, on va chiner pour commencer ce podcast. T'as déjà bu, mais c'est pas grave. Yes. On a tous les deux déjà bu au fond, hein, ça fait une demi-heure qu'on attend. Yes, chin. À la RATP. À la RATP, surtout. Failli annuler ce podcast. Ouais. Journée sombre pour le métro parisien. Alors Jean-Baptiste, raconte-nous un peu ton parcours et surtout raconte-nous ce que tu fais aujourd'hui chez EvaBoot, c'est ce que tu as réussi à accomplir grâce à tout ça. Yes. Du coup, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 27 ans. Donc j'ai créé EvaBoot, maintenant ça fait un peu moins de 2 ans, avec un cofondateur technique qui s'appelle Robin. En gros, EvaBoot ça sert à créer des fichiers de prospection prêts à l'emploi en un clic depuis Sales Navigator. Donc en gros, on va automatiser toutes les parties, toutes les étapes de la création d'un fichier de prospection à partir de LinkedIn. Donc l'extraction de données, le nettoyage de la donnée, le fait de trouver l'email et aussi de vérifier l'email. Et en gros, la promesse de l'outil, c'est vraiment de générer en un seul clic un fichier de prospection que tu peux limite aveuglément mettre dans ton CRM ou dans ton outil de prospection. Et le problème qu'on résout, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux encore qui passent des heures à galérer sur Excel et à dire ah non, là, j'ai pas le bon email, celui-là, il est pas bon, ah là, il y a un emoji. Vérifier avec Neverbounce, faire des formules pour enlever les emojis, les majuscules, ça, ouais. Les trucs, les machins, c'est un bordel. Ouais. Parce que, et même, des fois, je parlais à des personnes qui littéralement copie-collent toutes les infos, donc elles prennent le prénom, elles mettent dans l'Excel. L'entreprise et mettre dans l'Excel, il y en a qui passent des journées à faire ça encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Pour nous, ça nous paraît totalement irréel de faire ça encore, mais il y a encore des gens qui font ça, tu vois. Donc eux, ils découvrent le truc, ils font incroyable, ça me fait gagner 5 heures, tu vois. Et donc on fait ça depuis on a commencé à vendre il y a 1 an et demi maintenant. Et donc notre modèle d'acquisition, c'est que de l'inbound. Donc c'est-à-dire que SEO, YouTube, on fait pas de démo. Donc on va jamais en call avec nos clients. On l'a fait au début bien sûr pour récupérer des feedbacks, etc. Mais aujourd'hui on le fait plus. Et justement on utilise pas mal de signaux d'intent sur notre activation. Et ça marche très bien vu que là on est toujours 2 encore. Et là on s'approche, ce mois-ci on va faire un peu plus de 80 000 euros de MRR. Donc ce modèle-là aussi permet de scaler une acquisition en restant peu de personnes. Parce que justement, t'as pas besoin d'engager des commerciaux, etc. Tu peux rester quelques personnes à créer du contenu. Le contenu, ce que j'aime bien dire, c'est que tu vois, quand tu fais une vidéo YouTube, tu fais du multiclonage un peu. Tu vois. Ouais. T'envoies des sales un peu, les articles, c'est pareil. Tu vois. Il y a des articles qui font 1000 vues par mois. T'as un certain pourcentage qui convertit toutes les semaines. T'as pas besoin forcément de. Si ton produit est simple, parce que notre produit est assez simple, c'est littéralement un clic. Donc t'as pas besoin d'avoir un onboarding, etc. Si tu comprends pas,
Tu fais ta recherche, t'as un petit bouton avec marqué Eva Boot. Ouais, c'est ça. T'appuies, ça le fait. Limite, si tu comprends pas, bon, peut-être que t'es pas fait pour ça, tu vois. Peut-être que tu choisisses une autre voie, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment très très simple. Donc même nous, tu vois, il y a des clients qui parfois te demandent des démos et carrément on dit non et on envoie une vidéo, tu vois. Donc on aime nos clients, bien sûr, on leur parle, tu vois, mais on essaie de réduire au maximum le temps qu'on passe en call et produire le maximum de contenu pour répondre aux questions des gens. Ouais, vous clonez comme Naruto avec des vidéos. C'est ça. Trop bien. C'est ça. Multiclonage, Katon. C'est ça. Ben justement, explique-nous un peu plus le principe justement de l'intent-based marketing, justement sur de l'activation. En gros, donc le but, donc ça peut être fait donc soit en inbound ou en outbound. Le but c'est de rebondir sur un signal. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de prospection qui est faite par énormément de gens, surtout depuis le Covid où les gens ont été forcés de s'y mettre un petit peu. Et donc pour te dégager un peu de la masse, il faut que tu utilises d'autres techniques. Et là aujourd'hui, ce qui vient très à la mode, c'est ce qu'on appelle intent based ou buying intent, donc la reconnaissance de signaux d'achat. Donc il y a 2 phases là-dedans. Il y a la première phase, c'est détecter le signal d'achat, et ensuite comment tu fais pour rebondir dessus. Du coup, j'ai commencé avec notre exemple qui est donc des signaux plutôt inbound de notre produit. Donc nous, on va pas chercher des signaux à l'extérieur, on va aller chercher des signaux de notre produit. Nous, on fait de l'acquisition en inbound, les gens font des actions sur notre produit, après on va essayer de rebondir là-dessus pour démarrer des conversations avec nos utilisateurs. Ok. Typiquement, je te donne un exemple, il y a une personne qui arrive sur EvaBoot, elle lance un scrapping avec notre outil, ça part dans une séquence, le produit envoie le nom du scrapping à l'outil qu'on utilise, nous on utilise la grosse machine pour envoyer nos séquences. Ok. Et donc, direct, je vais t'envoyer dans une séquence qui va t'envoyer un email en disant « Ah, j'ai vu que t'as lancé ta première extraction, 2 points le nom d'extraction, est-ce que ça s'est bien passé ?» Ok. Et nous, ce qu'on essaie de reproduire, c'est le chef au restaurant qui te tape sur l'épaule et qui te demande « Est-ce que tu passes un bon moment ?» tu vois. Et on essaie de faire ça at scale un peu sur tous nos clients, tu vois. Ouais, c'est un truc, je sais pas toi, quand je vais au restaurant, chaque fois, j'adore quand le chef ou quelqu'un prend la peine de venir et dire est-ce que ça se passe bien en fait. Ouais. Tu vois. Parce que. Enfin, ça montre que la personne tient à que tu passes un bon moment et que tu aies une bonne expérience, tu vois. Et on a des retours super là-dessus en disant trop bien que vous demandiez. Enfin, les gens sont, même s'ils ont une mauvaise expérience, ils disent ah non, c'était nul, mais par contre, merci de me contacter. C'est de la merde, hein, mais merci. Tu vois. Et pareil, ça permet de récupérer du coup énormément de feedback en autopilote, parce qu'en fait tout ça est automatisé. Donc la personne arrive, lance le scrapping, elle est mise dans la séquence, et c'est des séquences que en anglais on dit evergreen, donc qui marchent tout le temps en fait. Et tous les jours. Moi, j'ai genre entre 20 et 30 réponses qui tombent dans mes inbox, en disant « Ah oui, c'était bien parce que, c'était mal parce que, tac, je prends un screenshot, je le mets dans la roadmap produit. » Tu vois, okay. Ça, j'ai récupéré plein de feedback en automatique comme ça. Et pareil, ça permet aussi d'identifier les points de blocage. Typiquement, ah non, j'ai pas réussi parce que telle raison. Ok, je te débloque. Toi, t'as eu... Ah putain, c'est la 5e fois que quelqu'un a un problème dans la semaine. Du coup, faut changer un truc dans le produit. Et en fait, toutes ces interactions qui sont créées automatiquement avec les utilisateurs, ça drive tout le reste, tu vois. Ça drive la roadmap produit, ça drive les décisions marketing, et dire ah j'avais pas compris que vous trouviez les emails aussi, ah c'est pas clair peut-être sur le site. Donc ça drive vraiment, t'as de la matière hyper concrète derrière pour travailler ton produit et ton acquisition. Donc on fait ça sur... Qu'on soit clair, le message il vient de Jean-Baptiste. Ouais, il vient de... Donc nous à l'inscription on récupère le mail et le profil LinkedIn. Ouais. Et on fait du multicanal, c'est-à-dire que d'abord moi je vais t'envoyer 2 mails, et si tu réponds pas, je vais passer sur LinkedIn. Ok. Et on a une séquence d'activation donc pour les gens qui lancent les scrapping, et on a une séquence pour les gens qui n'activent pas. Ok. Non, ça c'est déclenché à 24 heures en gros. Ok. Et on dit pas ah ça fait 24 heures sinon ça fait un peu trop robot, tu vois. On dit ah j'ai vu que tu t'es inscrit récemment mais t'as pas lancé scrapping, qu'est-ce qui s'est passé c'est bizarre, la personne s'inscrit mais elle fait rien. À la base elle attendait quelque chose, donc il y a dû avoir un problème, tu vois. Donc je dis voilà, c'est comme la personne elle rentre dans le resto, elle s'assied pas, elle dit pourquoi vous asseyez pas, bonjour monsieur. C'est bizarre, tu vois. Asseyez-vous, vous avez le droit. Vous voulez manger debout peut-être? Ouais, tu vois, c'est ça. Donc, et ça génère énormément de conversations. Je sais pas, on doit être entre 20 et 30 conversations par jour. Tu passes ta journée du coup à répondre à des mails? Forcément, une fois que tu le fais à la main, après tu processes encore. Du coup, l'étape d'après, évidemment, tout le monde répond la même chose à peu près. Oui, c'était bien. Non, c'était pas bien. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Briskin.
Il y a aussi un outil qui s'appelle Atext sur Mac. Donc c'est un outil de shortcut en fait. Ok. C'est par exemple quand quelqu'un me dit ah c'était bien, je dis ah bah super d'entendre ça, voilà, on a une chaîne YouTube, si tu veux plus de détails, etc. Et ça j'écris 2 lettres, tab, j'envoie le message, tac, tu vois. Comme ça en fait le but c'est vraiment t'as des gens qui font la queue au début de ton funnel. Ouais, et tu les traites en le minimum de temps possible. C'est ça, ouais, faut être hyper efficace. Nous on est 2, donc je suis obligé de... Moi je suis tout seul sur l'acquisition. Donc je suis obligé de processer un maximum, tu vois. Ça qui est bien aussi de pas être trop quand t'es dans la boîte, parce que ça t'oblige à améliorer vachement tes process et à rendre les choses de plus en plus rapides. Donc t'as les templates comme ça, et tu dis ok là tel blocage, j'ai un message pour tel blocage, bam 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 bam, et vraiment maintenant les sessions inbox, en 10 minutes c'est plié, tu vois. Genre je pense que je réponds à 20% des messages par un message custom. Ok. Tout le reste c'est du template, tac tac tac. Vraiment, ça a pu marcher maintenant que je l'ai dit. Merde. Faut pas qu'il fasse trop de vues l'épisode. Il va falloir que ça reste secret maintenant. Bon. De toute façon, tout le monde s'en doute un petit peu, vu que vous êtes un logiciel qui est dans cette sphère-là. Mais c'est ça. Et en plus, maintenant, il y a même des personnes qui travaillent en grosse marketing qui me disent trop bien comme automatisation, comment vous faites, expliquez-moi. Tu vois. Donc, même si les gens voient que c'est une automatisation, ils trouvent ça cool et ils répondent quand même. Ouais. Donc, ça. Parce que l'intention, ça, c'est vraiment le chef au resto. Je trouve que tout le monde adore ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand on te pose la main sur l'épaule et tu dis alors on passait un bon moment, tu vois, tout le monde ça te fait sentir un peu spécial, tu vois, t'es en mode on s'occupe de moi, etc. Ça, les gens aiment bien. Est-ce que t'as d'autres signaux qui te font dire ok, là il faut s'occuper de lui? Nous, cela marche très bien, donc en fait on n'a pas développé d'autres pour l'instant, parce qu'il n'y a pas forcément de besoin. Après nous on a fait un autre, au début on avait fait ça sur les paniers oubliés. Enfin, comme en e-commerce, tu vois, un panier abandonné. Donc en fait, c'était quand la personne démarrait un checkout Stripe, on lui envoie un message en disant bah t'as démarré le checkout mais t'as pas fini, qu'est-ce qui se passe, t'as eu un problème avec ta carte bleue, etc. On a arrêté parce que ça faisait pas une différence de malade. En fait, quand les gens ils ont envie de payer, bah ils payent. Hein, tu vois, surtout sur du B2B. C'est déjà ça moins impulsif. Sur du e-commerce, je comprends parce que la chaussure, tu dis c'est déjà ça un peu plus impulsif. Les achats B2B, c'est quand même des trucs. Ouais. T'achètes pas du scrapping ouais, il faut que t'en aies besoin en fait, là maintenant. Ouais, tu vois, t'as un peu de FOMO dans le B2B, mais c'est quand même moins puissant qu'en B2C, tu vois. Ok. Et après, on fait ça pour les reviews, par contre. Pour les reviews, à partir du moment où t'as lancé 10 scrapping, moi je vais t'envoyer un message en disant bah je vois que t'as lancé, t'as lancé pas mal de scrapping, à peu près 10 de ce que je peux voir, alors que c'est une automatisation pour faire un genre, tu sais. Pour faire un genre, je dis à peu près 10, tu vois. Et là, je dis. Si t'as une bonne expérience, est-ce que tu peux nous laisser une review sur G2 ou sur une autre plateforme? Et généralement, soit la personne dit oui, ok, trop bien, je laisse, soit dit non, absolument pas. Certainement pas. Parce que ça, j'ai trouvé ça nul. Et là, en fait, soit t'as le feedback. Soit t'as une review, soit t'as un message feedback. Et en plus, nous, c'est un public international. Et en France, nous, on est très policés sur les feedbacks. C'est oui, j'ai pas trop aimé ça, etc. Les Indiens, eux, ils envoient fort. C'est nul, c'est vraiment nul et tout. Ils te mettent 1 étoile, c'est de la merde. Ils sont sauvages. Du coup, tu fais une segmentation, t'envoies pas sur les Indiens. Non, moi j'adore, c'est mes préférés. Ok. Parce que, tu sais, ils mettent beaucoup moins de forme, mais c'est beaucoup plus brutal et honnête. Ok. Les Américains aussi un peu, mais un peu moins. Les Indiens, c'est vraiment les plus extrêmes, tu vois. Par contre, quand ils t'adorent. Ils disent, je parle de ton produit à tout le monde. Il va te mettre, tu dis, est-ce que tu peux me mettre des reviews sur 5 sites? Tu vas faire, je t'en mets partout. Donc c'est l'amour total ou la haine. Tu vois, c'est un peu les extrêmes, mais j'adore. J'aime trop quand les gens, ils balancent comme ça, tu vois. Ça me fait rire, en fait. Qu'ils me disent, non, c'était vraiment nul, j'ai détesté ça et tout. Non, tu vois, faut pas le prendre pour soi, tu vois. T'as du recul. Bon, c'est ton produit, c'est pas toi. Ouais, ça, c'est constructif. Moi, je préfère que tu me dises que c'est nul, hyper cash, que tu me dises que tu me mentes pour me faire plaisir. C'est beaucoup plus constructif de se prendre des mandales. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des autres automatisations qui te permettent d'aller plus vite, parce que vous êtes 2, vous gérez beaucoup d'utilisateurs, 80 000 d'ARR. Ouais, de MRR, ouais. Oui. Et là on a effectivement nous on a à peu près 150 sign-up par jour. Donc il y a quand même un volume à gérer. Après, il n'y a pas forcément de recette magique. Moi je trouve que le truc, le chef au resto, là c'est à peu près applicable pour tout le monde, sur un SaaS en tout cas.
tu trouves en fait le haha moment un peu. Nous, le lancement du scrapping, c'est là le moment où tu vas découvrir la valeur du produit, tu vois. Tu ouvres le fichier, etc. Donc c'est là que la découverte de la valeur se passe. Donc là, c'est là qu'il faut parler. Sur un autre produit, ça peut être quelque chose de différent. Je sais pas, typiquement sur un outil de prospection par email, ça peut être ta première campagne. Je vois que tu as envoyé ta première campagne. Donc je pense que tout le monde a ce moment d'activation. Nous, typiquement, on définit l'activation par le lancement d'un premier scrapping. Tu as lancé un scrapping, ça veut dire que tu es activé. Et chaque produit a son moment comme ça d'activation. Il peut y en avoir plusieurs. Et le but, c'est de trouver ces moments clés qui sont en fait des tournants dans ton funnel, tu vois. Donc, typiquement, lancer un premier scrapping, c'est un tournant dans le funnel. Lancer un premier enrichissement email, c'est un tournant dans le funnel aussi. Donc, tu as des étapes de funnel comme ça, et le but, c'est d'aider les gens à faire les sauts comme ça. Et en fait, tu pousses, c'est ça, c'est une petite poussette. Ouais. La personne, elle a un endroit de ton funnel comme ça. Ici, tu as l'achat, ici, tu as le sign-up. Et toi, le message, en fait, ça va être une petite poussette comme ça, en disant, hop, tu lui fais passer comme ça à l'étape d'après. Et c'est à ça que servent ces messages, en fait. Sur, en tout cas, les signaux inbound. Après, il y a les signaux outbound. Donc ça, qui vont être cherchés plutôt à l'extérieur du produit. Donc que tu vas essayer de leverage pour créer du lien avec ton client. Donc ça peut être via LinkedIn, où tu vas détecter, par exemple, qu'il recrute en ce moment, qu'il y a une levée de fonds, etc. Ok. Et ça, c'est pareil, des signaux que tu peux utiliser, mais cette fois-ci pour de la prospection à froid. Ok, d'accord. La base, ce serait d'aller voir Madines tous les jours, de prendre les startups, un peu chiant, qui lèvent en ce moment. Comment est-ce que toi, tu vas automatiser le fait de contacter des startups qui lèvent des fonds ? Bah, t'as plusieurs choses. Soit toi, tu découvres... Je pense qu'il faut éviter... Il y a plusieurs choses. Déjà, pas faire de l'intent pour faire de l'intent. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui disent trouvez-moi un problème pour faire de l'IA, il faut qu'on fasse de l'IA parce que c'est stylé, tu vois. Faut voir déjà si t'as besoin d'intent, parce que ça se trouve, t'en as pas besoin. Tu vois. Ça se trouve, tu peux, typiquement une boîte comme Payfit, une solution de paiement, bah, tu dois payer des gens tous les mois. Donc l'intent, à part le recrutement d'un CFO, etc., c'est un besoin assez primaire d'une entreprise. Ouais. À moins qu'ils doublent de salariés et que du coup ils se donnent structurer les process. C'est ça, tu vois. Mais il faut pas dire, faut éviter de dire je vais faire de l'intent parce que c'est à la mode et c'est stylé. Déjà. Faut que ça corresponde à ton ICP, quoi. Exactement. Faut qu'il y ait un vrai intérêt déjà. Donc une fois que ça s'est validé, il y a deux options. Soit en interne, tu as un dev, donc on appelle un peu des growth engineers. Donc c'est des devs qui vont être dédiés à l'acquisition. Tu vas trouver, je sais pas, un annuaire qui est mis à jour régulièrement. Et tu vas aller le scraper toutes les 2 semaines, et dès qu'il y a un nouveau, ça va t'envoyer une notif, j'en sais rien. Donc soit t'as trouvé une source custom, t'as un dev ou un freelance qui est capable de développer un truc pour toi pour détecter des signaux, soit tu utilises les sources classiques, bah là bien sûr t'as LinkedIn. Typiquement sur 16 Navigator, tu peux filtrer les boîtes qui lèvent des fonds, tu peux filtrer les boîtes qui recrutent en ce moment, et tu peux filtrer aussi les gens qui ont récemment changé de job. Donc en fait, ce que tu fais très concrètement, donc là, je sais pas si tu pourras mettre des captures d'écran ou quoi, parce qu'on parle de... Ça va être peut-être un peu abstrait. En gros, sur l'interface, tu peux sauvegarder des recherches qui sont mises à jour toutes les semaines. Ouais. Donc en fait, tu fais ta première recherche, tu dis ok, les boîtes qui ont levé des fonds dans les 30 derniers jours. Ça te fait ta base. Au bout d'un moment, tu as prospecté tout le monde. Sauf qu'en fait, chaque semaine, LinkedIn va mettre à jour cette liste en disant ah, cette semaine, il y a 5 nouvelles boîtes qui ont levé des fonds. Et là, le timing, tu l'as pas forcément sur la première recherche, parce que c'était dans les 30 derniers jours ou des derniers mois. Mais là, sur les recherches sauvegardées, quand tu as ces nouveaux leads qui arrivent toutes les semaines, là, tu dis, ah là, ils ont levé il y a 3 jours, en fait. Donc là, je peux dire, ok, là, je vous avais levé récemment, etc. Là, le timing, il marche. Pareil sur le recrutement. Ça va être quoi les filtres que tu vas mettre pour détecter une levée ? Levée, bah, t'as un filtre levé, carrément. Ok. En fait, LinkedIn scroll le web, ils vont chercher sur Google, et après, ils te mettent ça, et généralement, ils te mettent aussi un lien vers un article. Ok. Ils vont scraper des journaux classiques, Crunchbase, etc. Il va carrément avoir le lien vers un article qui explique un peu la levée, etc. Okay. Donc je pense qu'ils font, c'est qu'ils prennent en gros le site, et ils font si jamais je détecte levée de fonds plus le nom de la boîte dans une page, et bah je mets en avant la boîte, tu vois. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Et après, t'as aussi un filtre de recrutement. Okay. Donc là, ça c'est facile. Recrutement sur LinkedIn, par contre. C'est pas partout, évidemment. Mais LinkedIn, c'est une énorme plateforme, donc ça marche quand même très bien. Et là, pareil, dès qu'une boîte poste une offre d'emploi sur LinkedIn, la boîte, elle va rentrer dans le filtre. Donc là, pareil, toutes les semaines, tu peux...
Par exemple, si une semaine, il y a une boîte qui commence à recruter, bam, elle va si il y avait 3 offres de dev, par exemple, bam, tu vas être alerté. C'est ça, ouais. Et après, derrière, en plus sur LinkedIn, tu peux voir qui est-ce qui recrute. Donc tu peux aller, tu fais la semi-automatisation, tu peux aller sur le profil, regarder, en disant qui recrute 3 devs. Et là, tu envoies un message en disant je vois que vous recrutez 3 devs là, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide avec ça? Non. Et là, carrément, si tu mentionnes le nombre et la typologie de job, tu peux te démarquer. Après, si tu veux vraiment. Ça, si tu fais la semi-automatisation. Après, si tu veux vraiment juste prendre la liste, la scraper, la balancer dans une séquence, là, tu seras un peu moins personnalisé. Ouais. Mais de toute façon, il faut tout commencer à la main, déjà. Donc, rien que le fait de toutes les semaines aller checker ses recherches sauvegardées, ses navigateurs, tac, de les extraire, de mettre des petits icebreakers, ça peut. En termes d'intent, pour commencer en intent, en tout cas, c'est nickel déjà. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très quali. C'est ça, ouais. Le recrutement, après les levées de fonds, les boîtes qui lèvent des fonds, elles se font harceler. Ouais. Je pense que ça, c'est presque un signal qui est trop démocratisé déjà. En tout cas, sur les boîtes tech. Genre, tu lèves des fonds, pendant 2 semaines, tu te fais mitrailler, quoi. Parce qu'ils savent que t'as beaucoup de cash. Généralement, les boîtes, elles lèvent des fonds, elles vont dépenser de l'argent dans des trucs. Elles auraient pas dépensé si elles n'avaient pas levé les fonds, tu vois. C'est pas non plus. Faut qu'elles dépensent, en fait. Ils ont levé des fonds, il faut qu'elles burnent du cash, tu vois. Sinon, les investisseurs, pourquoi vous dépensez pas l'argent qu'on vous a donné? C'est bizarre. Mais du coup, est-ce que t'as des signaux un peu moins cramés en ce moment? Bah, signaux un peu moins cramés. Un peu plus confidentiels, qui sont pas tellement utilisés. Je trouve, en fait, ça va beaucoup dépendre de ton produit parce qu'en fait, les signaux, démocratisés, ils sont accessibles justement via les plateformes LinkedIn, etc. Après, t'as des boîtes qui commencent à se lancer sur des trucs un peu plus techniques. Donc en France, t'as LoanScale sur le recrutement, mais eux, ils vont aller sur toutes les plateformes. Donc même Indeed, Welcome to the Jungle, etc. J'avais fait le test, j'avais posté une offre de recrutement. Et j'avais été contacté direct par... limite, appelé au téléphone 2 jours après, j'avais été appelé en disant « Ah, vous avez posté une offre, etc. » Donc même ça, tu vois, c'est déjà un peu... Faut aller très très vite, quoi. Ouais. Et après, t'en as qui se basent sur la technologie, en disant « Ah, ils viennent de prendre HubSpot, ils viennent de prendre Intercom, tu vois. » Donc potentiellement, ils viennent d'installer Intercom, ça veut dire qu'ils viennent de créer leur site et tu peux déduire des choses. Okay. Donc en fait, t'as recrutement, outils, tu vois, outils c'est pas mal, t'as un truc qui s'appelle Mantix. Mantix, ok. Mantix en France, Mantix. Ok. Qui fait ça sur la techno. Après, t'as en boîte américaine, t'as Clearbit et Zoom Info, qui sont les 2 gros géants de la data. Qui font aussi de l'intent. Et après, t'as des trucs Asgard aussi, qui a commencé à faire ça, et un truc qui s'appelle Bombora aussi. Ok, d'accord. Je balance des noms, les gens iront checker. Mais en gros, là, il y a des... Moi, j'ai pas utilisé ces plateformes, donc je sais pas jusqu'à quel niveau de précision elles peuvent aller. Mais en tout cas, il y a ce constat qu'évidemment, il faut développer d'autres signaux pour se démarquer. Même les produits en eux-mêmes, ils se disent nous, on va faire d'autres signaux d'achat, justement, pour que les gens aillent acheter notre truc, parce que levée de fonds, etc., c'est déjà... Les gens cherchent à se dégager de ça, parce que c'est déjà un peu trop utilisé, quoi. Même si ça se tente toujours, quand même. Faut toujours tenter. Mais c'est juste quand c'est bien fait, quand c'est bien pertinent. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a un truc... les trucs simples dans le bon timing, c'est ce qui marche le mieux. T'as aussi des plateformes qui te permettent d'analyser ta donnée à toi en inbound. Donc en gros, tous tes échanges, tu vas connecter par exemple ton outil de prospection, ton CRM, etc. T'as un truc américain qui s'appelle Gong. Gong. Je sais plus, c'est gong.ai ou gong.io, je sais plus. En gros, Gong. Tapez Gong Sales, trop, je pense. Et en gros, ils vont prendre ton CRM, ils vont prendre tes outils d'outreach, etc. Et ils vont analyser et ils vont te donner des infos derrière. En disant, on a remarqué que dès qu'il y avait toutes les boîtes de telle taille, elles convertissaient plus, tu vois, comme ça. Donc en fait, c'est une IA qui va analyser toutes tes transactions, tous tes échanges avec tes clients, dans ton CRM, etc. et va te sortir des infos de ça. Pareil. D'accord. Donc ça, c'est plus sur les signaux produits inbound dont on parlait au début, pour le coup. Mais c'est très cher, par contre. Mais potentiellement ça peut valoir le coup sur des typologies de cibles où il y a besoin de gens être aussi fins. Mais généralement l'intent c'est quand même un truc l'intent produit c'est quand même un truc de grosse boîte aussi. Enfin nous on le fait parce qu'on a un use case très précis et il faut qu'on soit les meilleurs du monde là-dessus, tu vois. Donc il faut qu'on tire le maximum de chaque personne. On peut pas abandonner des gens parce qu'on a un use case qui est assez précis et on veut être les leaders mondiaux sur ce truc très précis, tu vois.
Mais pour commencer, t'as pas forcément besoin d'intent à chaque fois. Et en fait, c'est les boîtes qui ont beaucoup de données, ça commence à être le bordel, etc. Là, elles se mettent ensuite à structurer, à voir s'il n'y a pas d'intent dans leur produit. Même en Gong, c'est plutôt un truc de grosse boîte. Ouais. Ok. On m'a posé la question d'un ciblage particulier, justement, quelqu'un voulait faire. Et visiblement, on t'a posé la question toi aussi il y a pas longtemps. Ouais. Okay. Donc, c'est intéressant d'y répondre. Comment tu vas identifier comment tu vas faire un ciblage pour trouver des gens qui sont en télétravail et aussi une espèce de liste de boîtes qui correspondent à ton ICP et qui pratiquent le télétravail? Bah, si tu me demandes ça et tu me dis comment faut le faire rapidement, moi ce que je ferais, c'est que je ferais un filtre en disant les boîtes qui recrutent en ce moment. Ouais. Ensuite, j'irai chercher les offres d'emploi, je scraperai leurs offres d'emploi, je ferai une recherche mot-clé à l'intérieur, avec écrit en faisant des recherches remote, télétravail, etc. Remote. Bam, toutes celles qui ont le mot-clé dedans, je les prends. Ensuite, je les mets, j'ai un fichier Excel donc avec les URL Sales Navigator. Je peux les uploader dans Sales Navigator si j'ai un compte Sales Navigator Team. Ça, c'est pas une feature hyper connue, mais c'est hyper pratique. En gros, quand t'as un compte Sales Navigator Team, donc c'est l'offre supérieure au Sales Navigator Core professionnel que tout le monde a, qu'en gros qui est à 99€ par mois. Ça, c'est le truc que 90% des gens qui utilisent Sales Navigator ont. Et après, t'as deux offres, t'as le Advance, précédemment Team, et Enterprise. Et en fait, le Team, il te permet d'uploader des fichiers d'entreprise sur LinkedIn. Pour dire, ok, là, j'ai 100 boîtes. Est-ce qu'elles sont dans la base de données de LinkedIn? Et LinkedIn va te matcher, en fait, ton fichier et la base de données. Et en fait, si t'extrais les entreprises de LinkedIn et tu les réuploades de LinkedIn, ils vont forcément trouver, parce que ça vient de chez eux, tu vois. Et si t'as l'URL de la page, ils vont te la retrouver. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'extrais les boîtes, tu prends leurs offres d'emploi, tu vois celles qui recrutent en télétravail, tu réuploades la liste sur Sales Navigator. Après, tu vas dans la recherche lead, tu feras des petites captures d'écran. Tu me les enverras, Tu réuploades, ensuite tu vas dans la recherche lead, et en fait, il y a un filtre sur la recherche lead dans Sales Navigator qui te permet de filtrer sur des boîtes en disant, moi, je veux voir tous les gens qui travaillent dans cette boîte. C'est le filtre process ou workflow en anglais. Tu choisis la boîte. Et ensuite, ce que tu peux faire, donc c'est t'as tous les employés de toutes les boîtes qui travaillent dans ces. Faut les job titles ensuite. C'est ça. Ensuite, tu vois où tu regardes sur les entreprises où est-ce qu'elle est située et tu exclus la localisation de la boîte. Comme ça, en fait, tu te retrouves avec une liste de toutes les personnes qui travaillent dans cette boîte, mais qui n'habitent pas là où est la boîte. Ouais. Donc, qui sont techniquement en télétravail, à part s'il y en a qui sont amusés à dire qu'ils habitaient à New York alors que non, tu vois. Ouais. Ce qui arrive. Mais voilà, c'est comme ça que je procéderais aujourd'hui. Ou alors tu cherches juste l'IT manager de cette boîte si tu cherches, par exemple, les IT managers de boîtes qui sont full remote. Ah oui, par contre, si tu cherches juste les encore RH, plus simple, oui. mais tu vas encore plus loin et c'est stylé. Ouais. Non, mais là, le process du coup que j'ai décrit, c'est pour chercher les gens qui sont en télétravail. Ouais. Mais effectivement, là, t'as juste à, en fait... je suis parti loin là-dessus, mais si non, mais c'est un autre use case. Et si tu veux vendre des fauteuils, si tu veux vendre des fauteuils ou des claviers, tu peux utiliser ces techniques. Ouais, voilà. Pour les employés qui sont en full remote. Ouais, c'est ça, tu vois. Très intéressant. Ouais. Si jamais vous vendez des tapis de souris ou quoi, on sait jamais. Oui, non, dans ce cas-là, tu prends la liste des boîtes et tu prends leur talent manager, RH, etc. Et là, là, c'est encore plus simple. Tu prends le filtre titre de job, tu mets RH, talent manager, etc. Et là, t'as tous les RH de toutes les boîtes là, et t'as juste à les contacter en disant, j'ai vu dans vos offres d'emploi que vous recrutez en télétravail. Ok. Donc là, l'accroche, elle est simple, elle est efficace, tu vois. Et inversement, si t'as filtré par HQ, enfin t'as exclu le headquarter et tu prends les gens en télétravail, tu dis ouais, j'ai vu que tu bossais en télétravail, et là du coup le mec il fait comment il sait? Ça, de toute façon, ton ciblage détermine ton accroche. Ouais. Parce que c'est en fait c'est pourquoi tu me contactes, tu vois. En fait, j'avais créé un petit modèle, hein, et le début c'était toujours d'expliquer à la personne pourquoi je te contacte en fait, parce que c'est comme en fait, message de prospection, c'est comme un film. Tu vois. Avant de regarder un film ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Ton temps, il a de la valeur. Tu dis, est-ce que j'ai envie de passer 2 heures... Là, je vais dépenser 2 heures et demie de mon temps à regarder un truc. Faut que ce soit bien. Je vais pas jeter 2 heures et demie de mon temps à la poubelle. Donc tu fais quoi? Tu regardes un trailer. Tu vois. Tu t'assures, en fait, tu minimises le risque que le film il soit nul. Tu dis, bon, est-ce que je vais mettre 2 heures là-dedans? Message de prospection, c'est pareil. En fait, le premier truc qui passe par la tête de quelqu'un quand il lit un message de prospection, c'est pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai plein d'autres trucs à faire.
Donc ça a intérêt à être pertinent, quoi. Parce que les gens sont tous buzzy, etc. Donc en fait, la première ligne du message, ça doit être je t'explique pourquoi tu lis ça en fait. Pourquoi tu dois lire la suite. Et généralement, c'est pourquoi je t'ai contacté. J'avais fait une petite formule quand on faisait de la prospection au début, c'était j'avais appelé ça la formule RAPT. Donc c'est en anglais du coup parce que nous on fait tout le contenu en anglais. Donc le R c'était Reason for Outreach, donc la raison pour laquelle je te contacte. Le A c'était Ask a Question. Je te contacte parce que voilà, j'ai une question à te poser. Parce que deuxième chose, pareil, prospection. En fait, pendant la prospection, faut pas chercher à vendre, faut chercher à qualifier. Parce que je pense que t'en reçois aussi des messages de gens qui direct balancent leur lien Calendly comme ça, en disant bah non mec, genre je vais pas passer une demi-heure avec toi, je te connais pas, t'es qui, tu vois. Et même toi, pourquoi tu fais ça? Je me dis, je leur réponds les mecs à chaque fois. En fait, est-ce que toi en tant que sales, t'as envie de passer ta journée avec n'importe qui? Parce que tu vas pas passer ta journée avec des leads pas qualifiés, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui à des rendez-vous, ça les intéresse pas parce qu'ils ont du temps disponible. Tu vois. Mais même toi, en tant que sales, tu dois pas te dire il faut que je passe le plus de temps possible de ma journée en meeting. Il faut que tu passes du temps avec des gens qualifiés. Donc avant d'aller dans un call, il faut que tu t'assures que la personne est vraiment un client potentiel. Sinon, tu jettes ton temps à la poubelle. Tu vois. Donc poser une question qui qualifie ton lead. Après, c'était backup with data. Donc c'est en fait, je te pose la question parce que. Tu sais, c'est pas la question mytho de oui, je fais une étude, et en fait, tu sais très bien que la question derrière, elle est là pour vendre, tu vois. C'est, je te pose la question parce que, et généralement, le meilleur truc, c'est de dire, je te pose la question parce que j'ai parlé à d'autres gens comme toi qui ont le même problème. Donc en fait, je suis pas quelqu'un qui arrive de nulle part dans ton écosystème pour essayer de te vendre un truc. Je fais partie de ton écosystème, j'ai parlé à des gens comme toi et moi, on est dans la même communauté, tu vois. On est ensemble, tu vois. On est ensemble. Et après, le T, c'était tease your solution. Donc là, tu dis, bah voilà, en fait, ces gens-là, je leur ai posé ça comme solution, ils ont trouvé ça cool, etc. Je te donne un exemple très concret que nous, on faisait pour la prospection. Et on a utilisé exactement ce framework-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a allé sur Sales Navigator, on a pris des directeurs commerciaux, on les a scrapés avec Evaboot, bien sûr, on utilise notre propre outil. Et en fait, Evaboot peut dire si quelqu'un est premium ou pas. Ok. Donc si t'es Head of Sales et que t'as un compte premium, eh ben t'as Sales Navigator. Ouais. Tu peux utiliser Evaboot. T'auras pas recruteur, t'auras pas premium, t'auras forcément, 99% des gens, si t'es commercial et que t'as un compte premium, c'est que t'as Sales Navigator. Donc là, l'accroche, pour nous, elle est incroyable. Parce que dire bonjour, je sais que t'es un utilisateur Sales Navigator. Donc déjà, c'est vrai. Je sais que c'est vrai, donc la personne elle dit ça, elle fait un truc vrai sur moi, je vais lire la suite. Après, la question c'était est-ce que tu passes beaucoup de temps à nettoyer tes listes quand tu fais des extracts? Parce que en fait, nous on a parlé à plein de personnes, on leur a vraiment parlé en plus, c'était pas du mytho, tu vois. Ouais. On avait fait, nous quand on a commencé le produit, on a fait genre 150 calls avec des gens avant de commencer à développer, tu vois. On a dit bah voilà, on a parlé à plus de 100 personnes, ils disent qu'ils perdaient en moyenne 5-6 heures par semaine à nettoyer des listes. Ouais. Donc là voilà, vrai problème. Donc ça c'est le B de backup. Et après T, c'était, bah voilà, nous on a une solution qui permet d'économiser ce temps-là si t'as ce problème, tu vois. Donc c'est un peu une approche, tu vois, ouais voilà, bon, j'ai vu ça, tu sais, t'arrives à poser, tu vois. Ouais. T'as ça, tu fais ça, bon, ouais, tu vois, t'as ce problème-là, on l'a observé, ouais, on a cette solution. Follow-up derrière follow-up avec avec si possible du contenu ou des témoignages. Ok. Je trouve le défaut des follow-up à chaque fois, c'est que des gens n'ajoutent pas de valeur. En fait, ils ont en mode est-ce que t'as vu mon message? Oui, j'ai vu ton message, je l'ai ouvert. Tu le sais en plus. Ouais, c'est ça. C'est juste t'avais rien à dire, du coup t'as dit ça, tu vois. Mais oui, bien sûr, les gens lisent. Ils ont juste la flemme, tu vois. Après, il faut relancer vraiment comme un bourrin parce que il y a vraiment des gens qui lisent. Et c'est pas forcément que le message est pas bon, mais ils ont pas le temps. Donc minimum 4 fois. On sait bien, il y en a qui relancent beaucoup plus que ça. Et essayer d'ajouter de la valeur en disant typiquement si t'as ce que j'aime bien dans le truc RABT, c'est si t'as tease la solution, bah le follow-up tu peux en dire plus parce que tu juste t'as fait que teaser, tu vois. Donc tu diras ouais en fait pour rebondir là je t'avais dit juste que l'économie, mais en fait tu peux expliquer dans le premier message tu peux expliquer le résultat, et typiquement dans le deuxième message tu peux expliquer comment, tu vois. Et c'est un peu un déroulement naturel parce que t'as dit ok nous on fait gagner ça,
tu peux répondre en disant en fait si tu veux savoir comment on fait ça, bah c'est comme ça. Et pareil, c'est pas forcé de dire ça, tu vois. Voilà, je rajoute une petite info. Faut être un peu dans cet esprit, voilà, tu vois. Tu vas parler à quelqu'un, je sais pas, en soirée, tu dis ouais, ça va, mec, tranquille. ouais, parce qu'en plus, toi, tu es sur une chill, cible directeur commercial, head of sales, marketing. Ouais. C'est des gens comme toi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est important de montrer que. T'es authentique. Ouais, ça. Et surtout que on fait partie du même monde, tu vois. On a les mêmes problèmes, on regarde, on fait partie de la même communauté, tu vois. Essayer de le prouver le montrer le plus rapidement possible, ça. Ok, d'accord. Et bah en fait, c'est créer du lien. Je trouve qu'il y a un autre truc, c'est que tu vois, on parle beaucoup quand tu fais de la prospection, tu parles beaucoup de techniques. Ouais. Automatisation, cold email, outbound, etc. Le but, c'est quand même de créer une relation entre deux êtres humains. Tu vois. C'est quand même un truc hyper australopithèque à la base. Si tu veux dire, moi, je te veux du bien, tu vois, c'est... c'est comme dans une cour de récré, tu veux jouer avec moi ? Ouais, c'est ça, tu vois, à la base, c'est ça. Après, nous, on a rajouté beaucoup de couches techniques par-dessus, mais la racine profonde de la chose, c'est créer du lien, tu vois, créer une relation. Et après, la technique vient scaler ça, tu vois. Il faut pas oublier qu'à la base, il faut vraiment créer essayer de créer une relation. Après, évidemment, tu peux pas t'investir énormément dans chaque relation parce que tu dois faire du chiffre. Mais le but, c'est d'essayer de comment je peux garder le maximum de liens émotionnels at scale. Et c'est pour ça que le timing, ça aide pas mal à faire ça. Tu l'as dit, bon, toi, tu connais exactement la valeur de ton produit, tu scrapes des bases de données, donc tu comprends exactement le pain, tu comprends exactement l'enjeu que la personne veut accomplir, et donc tu arrives à formuler une proposition de valeur qui est hyper précise et très compréhensible, qui parle à la personne en face de toi. Est-ce que tu as d'autres frameworks qui permettent justement de recréer ça dans un domaine sur lequel tu n'es pas familier, genre une liste de questions à se poser, pour avoir une proposition de valeur qui va toucher à coup sûr derrière? Alors effectivement, nous, là, c'est l'exemple que je donnais, c'est plus, t'as on va dire un début de product market fit parce que tu sais que ton produit répond à une solution, ton service répond à un problème qui existe et tu sais que les gens l'ont. Donc là, déjà, t'es un peu mature. Et c'est vrai que au début, il y a une technique qui marche bien, qui dit il me faut ton avis parce que t'es un expert, en gros, tu vois, tu fais un peu le... Ouais. Va simuler, on va dire, un peu de naïveté sur le sujet en disant il faut marche très bien, ouais, ça. Il faut que j'ai besoin de ton avis parce que voilà, j'ai vu que tu connaissais bien sur le sujet, etc. Ça, c'est un truc qu'on a fait au début. C'est pas un truc qui va péter les scores, mais c'est une tactique qui marche souvent. Tu vas souvent tomber. De toute façon, l'ego, ça marche toujours hein, quand tu dis à quelqu'un c'est super ce que tu fais, etc. J'aimerais bien en savoir plus. Il y a un très bon article sur ça sur Marketing Examples. Ouais. Je le mettrai en lien. Dans la description. Il a bien creusé ça, je crois, l'ami Harry. Ouais. En fait, il y a un truc un peu... En fait, il y a un truc un peu vicieux à leverage. C'est que tu fais en sorte que si la personne répond pas, c'est pas gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, tu vois. Parfois, il y a des gens qui lui envoient des messages en disant trop cool la chaîne YouTube, j'ai des questions et tout. Mais en fait, si je réponds pas, je suis un peu un connard, tu vois. Ouais. Parce que tu me fais un compliment, t'as regardé du contenu que j'ai fait, tu mentionnes par exemple un truc. Si je te mets un vent, tu vois, c'est pas gentil du tout, tu vois. Bah non. Voilà, tu vois, donc tu faisais ça pour aider les autres et là tu m'aides pas. Bah voilà, tu vois. Et du coup, je suis forcé de répondre moralement, tu vois. C'est mon devoir moral de répondre. Donc en fait, c'est un peu manipulateur, mais il faut faut essayer de déclencher ça chez les gens, tu vois, en disant en fait, ça c'est si la personne répond pas, c'est mal poli. Ok, comment tu le leverage dans le texte? Bah après ça du coup ça va beaucoup dépendre du truc. Nous je sais plus trop ce qu'on faisait, mais en gros faut essayer de donner du détail en fait. C'est en donnant du détail tu veux dire moi je t'ai envoyé un mail mardi, ça fait 2 jours tout ça, ouais, mais en fait il y a une espèce de en fait il y a une dette quand quelqu'un fait des efforts pour toi, il y a une espèce de dette psychologique qui s'installe, un biais de réciprocité. Ouais voilà, c'est ça, tu vois. Et ouais, tu dis, bah ça, la personne a fait des efforts, c'est pour ça que, d'ailleurs on peut rebondir là-dessus, mais le multicanal, ça marche bien. La prospection multicanal. Il y a plein de fois où typiquement, tu sais, j'envoie 2 mails au début, et après je rebondis sur LinkedIn, j'envoie un message sur LinkedIn, je fais, je t'ai contacté par mail 2 fois, j'ai pas eu de réponse, du coup je switch sur LinkedIn, et le gens il fait, je suis trop désolé, j'ai pas répondu, j'ai pas vu, excuse-moi, nanana. Parce que, ouais, il y a ce truc là, attends, il a essayé de me contacter par email, il a trouvé mon LinkedIn, il m'a envoyé un message,
il s'est démené un peu pour me contacter, tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée comme ça ce biais de réciprocité. Et du coup, la personne répond. Et je crois que 20% des réponses, c'est des gens qui s'excusent. Tu vois. C'est excuse-moi, j'ai pas vu, etc. Alors que c'est automatisé. Génial. Donc en fait, le multicanal simule l'effort de switch. Enfin, l'effort perçu. Il y a un effort perçu sur le changement de channel, de passer de LinkedIn enfin de mail à LinkedIn, qui est perçu en face comme un gros effort de recherche, etc. Donc il y a biais de réciprocité. Alors qu'en fait, quand tu as réussi à automatiser, bah, l'effort que tu fournis, il est là. Ouais. Et l'effort, en fait, ça, si tu arrives à faire en sorte que dans ta prospection, tu automatises des choses qui soient perçues comme une valeur ajoutée énorme. Exactement. Si tu arrives à automatiser un effort, enfin, si ton effort, l'effort que tu fournis, il est comme ça, mais l'effort perçu par ton prospect, il est comme ça, là, tu vas avoir des taux de malade. Parce que plus l'effort perçu, il est grand, l'effort de recherche perçu, l'effort de copywriting perçu, etc., il est grand, plus en face, t'actives le biais de réciprocité, plus t'as de réponses. Et nous, typiquement, sur LinkedIn, là, on est à 50% de réponses, tu vois, sur la séquence multicanal. Email, pas ouf, 10%, tu vois. Et par contre, sur LinkedIn, dès que ça arrive sur LinkedIn, bah, il y a vachement de, ouais, excuse-moi, etc., tu vois. Et là, ouais, 50% de réponses, ça pète, tu vois, c'est énorme. Ça pète les scores. Ouais. C'est quoi l'email qui t'a le plus marqué ? Ah là, il y a pas longtemps, j'ai été prospecté par quelqu'un qui m'a envoyé un podcast. Ok. Je l'ai regardé et je trouvais ça trop bien. Genre. Je sais pas, c'était tellement... Enfin, vous voyez, la personne elle avait regardé un peu les problèmes qu'on avait. C'était un podcast sur la product-led growth. Ok. Donc, en gros, comment tu utilises pour ton produit pour faire de la croissance, etc. En CA, j'ai vu ton profil. Elle a réussi à deviner qu'on avait un peu cet enjeu-là. Et a envoyé un contenu qui en fait, elle a envoyé un contenu qui répondait à nos problèmes. Ok. C'est ça, tu vois. Ouais. Elle a su. Elle a identifié des boîtes qui sont d'eux et qui grossissent grâce à leurs produits. Et du coup, ok. T'as une idée de comment elle a segmenté ? Bah, c'était une solution de paiement. C'était une solution de paiement genre Stripe. Donc, elle a pris du SaaS B2B. Hein, tu vois. Ouais. C'était pas. En ça, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Elle a fait SaaS B2B. Ok, elle a vu, ok. Par contre, il fallait que l'acquisition elle soit inbound, du coup, pour que ça marche. Mais ça se trouve, elle a balancé à tout le monde. Ouais, il y avait plein d'outbound dedans. Et moi, ça a marché, tu vois. Mais en fait, c'est toujours. Après, c'est facile. En fait, c'est facile de prospecter les gens qui ont des chaînes YouTube ou qui font un peu de contenu. Parce que tu les sauces un peu sur leur contenu et ça marche. Tu vois. T'actives facilement le biais de réciprocité. Tu dis ah mec, trop cool la chaîne YouTube, nanana. Ah ouais, trop bien. Bah, bien sûr, tu vas répondre. Tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu fais un. Enfin, c'est beaucoup plus facile de prospecter les gens qui font du contenu que des gens qui en font pas. Parce qu'en fait, les gens qui te font du contenu, ils te donnent tes icebreakers comme ça, tu vois. C'est ça. Allez-y, prenez les accroches, tu vois. C'est facile. T'envoies des accroches à tout le monde, tu fais du contenu tout le temps. Donc si tu postes tous les jours, rebondir sur un post, c'est facile, tu vois. Ok. Par contre, quand une personne poste rien, il y a rien sur son profil. Compliqué. Là, ça, c'est. En fait, c'est des gens qui donnent pas d'infos sur le web qui sont compliqués à prospecter, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut à la rigueur la boîte, mais. Et puis, voilà, mais le job title de la boîte, mais ouais, t'as pas plus d'infos que ça. Tu compenses ça par une compréhension profonde du problème. Ok. Ça, je pense. En fait, l'intent, ça peut te permettre de bypass un peu ça en disant ok, même si je comprends pas énormément le problème, j'ai un autre accroche. Quand t'as pas d'accroche, t'es obligé d'avoir compréhension profonde du problème pour créer du lien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui unit une entreprise et ses clients ? C'est le problème. Il y a des gens qui ont le problème, toi tu résous le problème. Donc en fait, le lien entre les deux, c'est le problème. On partage tu vois, la souffrance, ça rapproche, tu vois, toujours, un peu. Donc le fait de partager un problème, ça rapproche énormément. Bon, il est 40, et tu dois partir à 50. Donc on va speedrun vite. les questions de la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent particulièrement au quotidien, que t'as rencontré ou que t'as pas rencontré ? Bah tu vois, nous on est vachement dans cet esprit bootstrap. Ouais. Donc vraiment essayer de faire le maximum de choses nous-mêmes, tu vois, de pas lever de fonds, etc. Moi j'aime beaucoup des boîtes qui font ça. Il y a une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Crisp. Donc le chat là, c'est en gros Intercom version française. Pareil, ils sont 15. Je sais pas combien de millions d'ARR ils font, mais ils doivent être pas loin peut-être d'1 million par personne, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est des boîtes, tu vois, qui vont pas faire la une des journaux, etc. Mais ils sont trop heureux, les mecs. Tu vois.
ils sont tous bien, ils ont pas de stress, ils travaillent au quotidien, ils peuvent tous se payer hyper bien. Je trouve que c'est des modèles de boîtes plus tournés vers le lifestyle et le bonheur. Que en fait une entreprise à la service de la vie de ses fondateurs, exactement, plutôt que des fondateurs au service de leur entreprise. C'est ça. De toute façon, je pense que quand t'es fondateur, il y a un moment où tu choisis un peu entre la liberté et la gloire, tu vois. Il y a un peu ce choix là, genre je vais faire une boîte énorme, je vais avoir des investisseurs, je vais être sous pression, par contre je vais être une star, tu vois. Ou alors t'as ce truc où ma boîte va être moins connue, je vais peut-être faire il y a plus d'argent qui va rentrer dans ma poche par contre peut-être. Mais c'est deux modèles différents, j'aime beaucoup ça. Pareil, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un mec, ils étaient 2, ils faisaient 150 000 euros de MRR. Ils sont 2, tu vois. C'est n'importe quoi. Ouais. Tu fais un tool qui marche bien, qui est utile pour tout le monde, tu automatises tous les process et voilà. Ouais, ça, mec, il va surfer à midi, tu vois, bien, tu vois. Trop bien. Ça, c'est ce délire-là qui me fait, en tout cas pour l'instant, parce que... Ah, mais tu y arrives après. Ouais, ça. Après, je trouve que c'est aussi quand t'es jeune, tu vois. Genre quand t'es entre 25 et 30, les boîtes lifestyle, enfin, moi je trouve ça cool à notre âge. Je pense que peut-être quand j'aurai genre 35, 40 piges, peut-être que j'aimerais faire un gros truc, tu vois, plus côté vraiment un truc qui change un peu la société, j'en sais rien, un truc à mission, un truc à impact. Ouais, voilà, gros impact, tu vois, un truc comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas là, c'est bien. Du coup, ces 2 boîtes là, il y a Antoine Goret qui gère le SEO chez Crisp justement. Je trouve qu'il fait du hyper bon boulot. Et sinon, moi, je suis plutôt le contenu, je suis plutôt les Américains. Ouais. En vrai, ils sont toujours en avance un peu, tu vois, sur les trucs de pointe un peu grosses, etc. T'as des personnes à recommander en particulier ? Ouais. J'en ai pas mal. T'as Michael Siebel. Donc lui, c'est le cofondateur de Twitch. Maintenant directeur général de Y Combinator. Donc un incubateur assez connu. Et leur chaîne YouTube, c'est juste c'est de la pure vérité, tu vois. Mais je crois que je vois du coup. Ils ont une série, ça s'appelle Dalton et Michael. En fait, c'est les 2 directeurs de Y Combinator. Et c'est vraiment une approche no bullshit, tu vois. Genre, ils disent la vérité, c'est dur, etc. Ils te mentent pas en disant, tu sais, t'as vachement une histoire qui est vendue assez sexy de la startup, etc. Ça reste assez dur, parfois chiant et à beaucoup de moments, tu vois. Enfin, c'est très comme ça, tu vois. Tu vas être hyper heureux, après ça va être très dur. Et la vision qui est vendue aujourd'hui, c'est très rose, tu vois. Et justement, ils cassent ça, ils te disent un peu les vérités. Tu vois, au début, tout le monde va dire que tu fais de la merde, tu devrais prendre un taf au lieu d'avoir une idée chelou. Tu vois, tu vois, ils rentrent vraiment dans le dur, un truc comme ça, moi j'aime beaucoup. Après, sur l'aspect grosse, t'as Brian Balfour, le VP Growth de HubSpot, qui maintenant est fondateur de Reforge, qui est un programme de formation, enfin, ce qui est considéré aujourd'hui comme un peu la meilleure formation grosse au monde, on va dire. Et lui, il a pas mal réussi à théoriser le grosse en faisant des modèles, des schémas, etc. Donc, ça, en fait, dans ta tête, t'as une espèce de plein d'idées un peu brouillons sur comment faire de la croissance, etc. Et lui, il arrivait à concentrer ça dans des modèles, des templates qui te facilitent vachement la compréhension. Et il rend ça hyper simple. Et justement, le podcast que j'ai regardé là, une fille qui s'appelle Elena Verda, pareil, incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un podcast une demi-heure la bouche ouverte, tu vois. Ok, tu m'enverras le podcast. C'était vraiment incroyable. C'est le podcast qu'elle m'a envoyé, la fille, tu vois. Ok. Donc ouais, c'était vraiment incroyable. Même truc que Brian Balfour, elle arrive vachement à synthétiser, rendre les idées simples, etc. pour que toi derrière tu puisses les mettre en place. Et sinon, en dernier, je dirais Brian Dean, pareil, toujours un américain, pour apprendre le SEO, si vous voulez apprendre le SEO, ou YouTube. C'est pareil, lui, le SEO c'est assez compliqué quand même à apprendre au début. Pareil, lui, il te simplifie tous les trucs, il te met un peu des métaphores de gamin, tu vois, pour que t'apprennes, mais ça marche hyper bien. Et moi, j'ai appris tout le SEO que avec lui. Et aujourd'hui, le site, il fait 40 000 visiteurs par mois, tu vois, donc ça marche. Que des bons conseils. Ouais, franchement, c'est vrai que sur les contenus de pointe comme ça, quand tu vas vraiment chercher des trucs très précis, c'est vrai que les Américains sont toujours quand même un peu en avance sur les sujets très très pointus, très niches comme ça. Donc si tu veux être un peu tout devant, faut quand même suivre un peu ce qui se passe à San Francisco. Forcément, c'est un peu l'épicentre de tout ça. Ouais. Très bien. Dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes à recommander sur ce podcast ?
Justement, pourquoi pas Antoine de Crisp, Antoine Goret. En gros, il gère toute la quiche chez Crisp, tout le SEO, etc. Donc, très intéressant. Très très fort. J'ai déjà parlé avec lui, il m'a donné plein de conseils. Parce qu'ils sont un peu là où nous on a envie d'aller, tu vois. Ils sont un peu plus quand même développés. Je trouve très fort sur ce qu'il fait. Et après t'as la boîte dont j'ai parlé avant, là, c'est MailRich, qui sont que deux là, qui s'en sortent très bien à deux. Damien Panelière. Mais moi j'aimerais bien les voir parler en fait. Eh ben écoute, ça. Tu vois, je leur ai parlé un petit peu, mais j'aimerais bien les voir parler une heure sur leur truc. Même moi ça m'intéresserait. Ok, très bien Jean-Baptiste. Est-ce que t'as un mot de la fin à ajouter avant qu'on conclue? Et mot de la fin, écoute, c'est très cool. Franchement, le temps il a passé comme ça. Et voilà. 1h30. J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure. 1h30 ou 1h15. Ouais, 1h15 là? Ouais, ou 1h30, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ouais. 53. Bon, pas du tout. Parce que tu vois, c'est des trucs que je raconte à personne, tu vois. Quand je peux me lâcher comme ça. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, je vais me sentir léger. Je t'ai pas dit, en fait, je suis psy. Tiens, mes potes, je leur parle d'acquis. Ouais, mec, c'est bien. C'est bien, mec. Oui. C'est bien, j'ai vidé mon sac un peu. Ok, trop cool. Je suis content, en tout cas, que ce soit une bonne expérience, en gros. Ouais. Je veux que ce soit agréable à regarder, mais je veux aussi que ce soit... Pour les gens qui passent dans le podcast, bon, en général, on me dit, ouais, c'est vraiment cool et tout. Mais j'essaie d'optimiser l'expérience. Ouais. Et puis le vin est très bon en plus. Je propose de chiner pour la fin. Ça va, il m'en reste un peu. Yes. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, Jean-Baptiste. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Jean-Baptiste. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris plein de trucs avec toi. Il y a des choses qui m'ont vraiment éclairé, des façons que tu as de dire des choses qui m'ont vraiment mis les mots sur des méthodes que j'avais, comme tu dis, un peu mourir dans ma tête. Donc j'ai beaucoup aimé. N'oubliez pas, vous avez le résumé écrit de l'épisode et vous avez aussi tous les liens dans le premier lien en description. Encore merci à Factory 5.42 pour rendre ce podcast possible. Et c'est tout pour cette semaine. C'était Clément SSB. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.